On aborde l'axe 1 de la charte d'Ottawa, élaborer des politiques pour la santé. Et Sandrine Oliveira, donc, qui est chargée de projet à l'IREPS Grand Est, va nous présenter en quelques mots donc, cet axe. Et ensuite, nous aurons deux exemples qui viendront rendre plus concrètes les concepts. Donc, la Charte d'Ottawa nous propose d'utiliser 5 grands axes d'intervention pour nous permettre en fait, de réfléchir, de structurer les actions, nos programmes, nos politiques. Tout d'abord, donc, élaborer des politiques pour la santé. Comme nous le savons, la santé, ce n'est pas qu'une question de soins. Cet axe donc, ne concerne pas seulement une politique de santé, mais aussi les autres politiques, des politiques sociales, des politiques éducatives, des politiques économiques, d'environnement, de l'habitat, de l'urbanisme. Regroupés sous le vocable qu'on utilise des déterminantes de la santé. Dès lors que l'on réfléchit à une politique quelle qu'elle soit, il est essentiel de se questionner sur son impact sur la santé. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des arbitrages, c'est de faire le meilleur choix pour la santé. Il est donc nécessaire, comme on l'a vu ce matin, de donner de l'information, des outils aux décideurs, afin qu'ils se rendent compte des situations difficiles vécues par les personnes. C'est ce qu'on appelle le plaidoyer politique. De développer l'intersectorialité des politiques, des actions coordonnées entre le secteur de la santé et les autres secteurs pour garantir la cohérence entre les politiques, favoriser la santé et l'équité en santé. Bonjour. Non, pas bonjour, excusez-moi. J'essayais de récupérer le temps qu'on a perdu. Donc, pour illustrer cet aspect politique de la santé, on a deux témoignages. Donc, les moissons de l'emploi et puis l'expérience du Conseil local de santé mentale du pays du Lunévillois. Donc, ce qu'on propose, c'est de présenter les deux expériences en un temps très court. Et après, je poserai des questions aux intervenants. Donc, Monsieur Griffly, vous êtes vice-président en charge de l'emploi et l'insertion handicap des moissons de l'emploi. On va commencer par vous avez un petit clip qui présente... Oui, c'est un petit clip qui a été réalisé il y a 2 ans pour présenter notamment au public et aux demandeurs d'emploi notre action. Voilà. Donc, elle parlera d'elle-même un peu. Peut-être elle suffira à expliquer un peu l'action, quoi. Voilà. Voilà, donc une action collective et accompagnée qui offre un cadre pour les demandeurs d'emploi, un cadre rassurant. Oui, je le développerai juste après, si vous voulez, parce que sinon... On lance la vidéo alors. Les communautés de communes du pays du Saintois, Moselle-et-Madon et le Pôle emploi de Vendeuvre passent à l'offensive en organisant les moissons de l'emploi. 160 moissonneurs solidaires sont allés prospecter des offres d'emploi directement auprès des employeurs locaux. Une première journée de sensibilisation et mise en pratique théorique a été coordonnée par des techniciens et bénévoles engagés. Notre rôle est de préparer les moissonneurs pour la prospection à venir sur le territoire du Saintois et de Moselle-et-Madon. J'espère que les moissons de l'emploi vont me permettre de mieux connaître toutes les entreprises donc, de la communauté de communes. Et peut-être trouver un travail, quoi. Mon rôle aujourd'hui est de préparer les demandeurs d'emploi à la rencontre avec l'entreprise. Les demandeurs d'emploi devaient donc me poser des questions pour obtenir des infos à la fois sur mon secteur d'activité et aussi sur les postes que je recrutais, comment je recrutais, pour recueillir ces informations-là et les transmettre au groupe des moissons de l'emploi. Ils ont l'impression de travailler pour une équipe et non pas d'être seuls dans leur démarche. C'est aussi un temps d'échange avec les autres demandeurs. Et puis ça leur apporte une vraie facilité dans la recherche et la recherche de contact. De collecter des offres. Avec quelqu'un qui est expérimenté et si vous êtes motivé, pourquoi pas, quoi. Apprendre à se connaître, se présenter, écouter. Chaque participant ressort riche de nombreux outils utiles à une bonne récolte d'emploi. Deuxième journée. À l'aube, retrouvailles des moissonneurs solidaires, armés de listings et de documents de prospection, le temps de la récolte a sonné.
Lorsque vous êtes en phase de recrutement au sein de votre structure, avez-vous pour habitude de passer par Pôle emploi? Un circuit Oui. de recrutement qui est géré par l'ARS. L'ARS. Donc, en gros, dans votre structure, il y a des agents hospitaliers, des aides-soignants, il y a des gens dans l'administratif aussi, c'est ça? Oui, oui. Agent hospitalier. Agent hospitalier. Ou différentes informations. Très gentil. Il était adorable, ce monsieur. Au crépuscule de la moisson du jour, les techniciens de l'emploi s'affairent à noter chaque proposition. Est-ce qu'ils ont des perspectives de recrutement? Alors, la résidence des Trois Fontaines, je vous laisse le questionnaire pour le garage. Taxi, chauffeur ambulancier. Taxi. D'accord, ok. C'est noté. Les 48 offres récoltées en cette journée pourront bientôt enrichir chaque moissonneur de nouveaux emplois. Bien, très bien. Prendre notre aise pour parler, en fait, de rencontrer des recruteurs dans un autre contexte que des entretiens d'embauche. On a été agréablement surpris de voir que ce soit les directeurs ou les responsables prenaient un peu de leur temps pour discuter avec nous. Ça leur permet de voir qu'il y a des volontaires qui cherchent du travail. Parce qu'on ne pensait pas qu'on aurait de beaux retours comme ça. C'est de changer l'image des demandeurs d'emploi par le biais donc justement de cette action. Ce que je voudrais juste dire, oui, c'est que ce sont des actions, il n'y a pas que celle-ci sur le territoire, mais ce sont des actions qui sont nées des citoyens. C'est-à-dire c'est les citoyens qui ont souhaité monter ces actions-là et la communauté de communes avait juste le rôle de financer et de soutenir ou de coordonner. Et ça me paraît important. On a beaucoup parlé du rôle des élus tout à l'heure. Là, je pense que c'est une question qui me tient un peu à cœur, et si on peut en parler un peu tout à l'heure, ça me plaira bien, parce que je pense qu'effectivement, le rôle des élus dans toutes ces questions, alors on n'est pas strictement sur de la santé mentale, sur tout ce qu'on teste sur le territoire, ça vient de personnes de terrain, qui sont soit dans des associations, soit simplement des citoyens bénévoles, et qui regardent le territoire. Le territoire, c'est 55 communes, 15 000 habitants, ça veut dire que c'est une zone rurale forte. La plus petite commune fait 3 habitants, les communes de 9 habitants, de 10, de 100... Le bourg-centre, c'est 1500, donc c'est vraiment une zone très rurale. Toutes les questions de mobilité, de précarité qui ont été évoquées, on les a en plein, et en plus, on n'est pas riche. Donc on est un peu obligé d'être innovant et de trouver des ressources. Et surtout, ça rend... alors du coup, je développe un peu par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure à propos du rôle du politique. Ça rend le politique quand même très très humble sur le terrain. C'est-à-dire que soit on essaye de coordonner tous les services existants, en espérant que ça marche, et ça ne marche pas nécessairement, puisque parfois chaque institution a un peu ses fonctionnements, ses résistances, notamment par rapport à la confidentialité. Soit on s'occupe un peu de ce qui se passe sur le terrain, on répond à des sollicitations de citoyens, on les accompagne, voire même on les aide. On a mis des cabinets conseils sur des associations de handicapés qui souhaitaient mener des enquêtes assez pointues, et on les a financés. Mais ça veut dire aussi que quand ça commence à être porté par des citoyens, là pour le coup le rôle du politique devient quand même particulièrement important, et puis surtout ça fonctionne quand même beaucoup mieux, quoi. Voilà, alors après je peux encore développer. Merci de cette première présentation. Je vais passer la parole donc, alors qui présente le CLSM pour finir? C'est vous, Monsieur Muller? Donc à Bernard Muller, qui est vice-président du pays du Lunévillois, donc qui est un peu plus grand que le pays précédent, d'après ce que j'ai compris de la géographie locale. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots donc, le conseil local du pays du Lunévillois? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Un conseil local de santé mentale avait déjà été mis en place officiellement en mars 2012 sur le territoire de la communauté de communes du Lunévillois. C'était principalement pour initier la démarche avant de s'étendre à l'ensemble du pays du Lunévillois, ce qui a été fait en décembre 2016. Donc c'était pour faciliter effectivement cette mise en place sur les 4 communautés de communes que le PETR a signé en décembre 2016, un contrat de ruralité dont la mise en œuvre doit déboucher sur une meilleure coordination des volontés d'améliorer les conditions d'une bonne santé mentale au service de la population. Donc on prévoit à l'échelon du Lunévillois de nommer un référent santé par communauté de communes, ce qui pourra faciliter
les choses, et l'élargissement des groupes de travail du Conseil local de santé mentale aux problématiques repérées sur l'ensemble du territoire sera mené en coordination, bien sûr, avec les communautés de communes. Nous avons, en termes de moyens, grâce effectivement au CPN, une mise à disposition d'un coordonnateur en demi-équivalent temps plein et d'une secrétaire qui est détachée par le pôle de psychiatrie adulte. Et on a également au niveau du CMP un bureau qui accueille effectivement le coordinateur. Donc le PETR, qui est support de la démarche, facilite la mise en œuvre des actions du Conseil local de santé mentale. Il prend à sa charge les dépenses relatives à la mise en place d'actions et soutient le coordonnateur dans sa mission d'élargissement du CLSM au territoire du pays lunévillois. Voilà, donc comme présentation de ce Conseil local de santé mentale, cet élargissement permet aujourd'hui effectivement de sensibiliser un territoire beaucoup plus large, puisqu'il représente 159 communes et 79 000 habitants. Les représentants de chaque territoire, on a déjà des représentants qui s'impliquent dans différentes commissions qui ont été mises en place au niveau du Conseil local de santé mentale. On a un groupe logement, un groupe situation complexe, un groupe communication, un groupe SISM et un groupe santé mentale et travail. Donc, on a eu la chance, effectivement, sur le territoire de Lunévillois, d'avoir des personnes qui, dès 2012, ont mis effectivement ce conseil local de santé mentale en place et qui, aujourd'hui, est piloté par le pôle le pays du Lunévillois. Merci. Vous nous avez expliqué donc ce CLSM, il a commencé en 2012 sur une petite région, il s'est élargi. J'imagine que ça n'a pas été simple, l'élargissement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les élus en fait ont pris conscience qu'ils avaient un rôle à jouer concernant la santé et la santé mentale en particulier? Alors, prendre conscience du rôle qu'on a à jouer, je pense que on l'avait tous, et la mise en place de ce Conseil local de santé mentale, je dirais, doit nous faciliter les choses dans notre rôle d'élu, parce qu'on est évidemment, dans nos responsabilités, confrontés à des situations qui sont plus ou moins complexes. Et le fait d'avoir des référents et des personnes en contact direct permet aussi aux élus, lorsqu'ils sont dans la difficulté, de pouvoir résoudre certains problèmes. Donc on travaille en parfaite coordination avec le CPN ou les personnes, les référents qu'on a. On a aussi, certaines communes accueillent aussi sur leur territoire des foyers d'accueil spécialisés, et on a aussi l'habitude de travailler avec ces personnes en situation de handicap, puisque on fait le maximum pour les intégrer dans la vie communale, et elles participent même à certains petits travaux de manière à les intégrer le mieux possible dans la vie communale. Donc finalement, l'intérêt des élus, là, dans ce que j'entends de ce que vous me dites, il est par rapport à la résolution de situations de crise, par exemple, le CLSM facilite ça, la mise en place de cellules de résolution de cas complexes. Non seulement il nous permet de résoudre ces cas complexes, mais aussi dans ces commissions, dans tout le fonctionnement du CLSM aujourd'hui, ce qui est prévu, enfin ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse prévoir ces situations, les anticiper et ne plus être confrontés à des situations brutales sur le terrain. Dès l'instant que les élus seront sensibilisés à tout ce que peut apporter le CLSM sur le territoire, et le faire vivre comme il doit vivre sur un territoire, je pense que ça facilitera les choses aux élus. D'accord. Madame Bégor, vous êtes donc directrice du PETR, donc du pays du Lunévillois. Donc, vous êtes à l'interface un peu entre les politiques et les opérationnels, de ce que j'ai compris de votre fonction.
Donc on a bien compris que la volonté politique dans la mise en place des CLSM et l'efficacité des CLSM, c'est le point de départ. S'il n'y a pas de volonté politique, on le voit dans tous les conseils locaux de santé mentale qui se mettent en place, ça ne marche pas. Mais on sait aussi que ce n'est pas simple de sensibiliser aux questions de santé mentale parce qu'il y a une méconnaissance, il y a une peur, il y a la stigmatisation. Donc les questions de santé mentale sont difficiles à faire émerger dans les politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait ? Comment on a fait ? En fait, on considère que le Conseil local de santé mentale, comme l'a expliqué le vice-président Bernard Muller, que ça fait partie aujourd'hui d'une prise de conscience sur le territoire par les élus. Aujourd'hui, le pays du Lunévillois s'occupe de mobilité, s'occupe de tourisme, s'occupe d'une plateforme locale de rénovation de l'énergie. Et on considère aujourd'hui qu'à travers ces thématiques, le Conseil local de santé mentale va nous aider en fait, à avoir des actions non pas en fait, spécifiques, mais incluantes en fait, dans ces visions. Je vais prendre un cas extrêmement concret. Dans les discussions en fait, au sein du groupe logement, on connaît la difficulté aujourd'hui d'un parcours résidentiel et des difficultés en fait, que l'on peut rencontrer lorsqu'on connaît des fragilités. On a imaginé en fait un forum permettant en fait aux propriétaires d'aller de la rénovation de leur logement à comprendre qu'ils peuvent signer également des baux, y compris avec des baux glissants, permettant en fait une intégration d'un public particulier. On n'a pas voulu en fait faire ce forum uniquement sous l'axe de la santé mentale. On a bien voulu en fait l'inclure en fait dans une politique globale, y compris de rénovation en fait liée à la précarité énergétique, parce que l'un va avec l'autre. On parlait tout à l'heure de la difficulté aujourd'hui de savoir quels sont ses moyens. Mais c'est les moyens à mettre en œuvre, ils sont également financiers. Donc c'est beaucoup plus simple de mettre un logement qui a été rénové et qui permet en fait une baisse des factures énergétiques, y compris à des personnes en fait qui ont du mal à avoir une vision claire en fait de leur budget quotidien. Vis-à-vis du propriétaire, il se retrouve aussi avec quelque chose de plus cohérent à son niveau. Et donc, on essaye d'inclure globalement les idées qui émergent des groupes de travail du Conseil local de santé mentale dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Et c'est comme ça aussi que les élus, en fait, arrivent ensemble à convaincre les plus réticents, en fait, à travailler sur ces politiques publiques. Donc, ce que je comprends, c'est que le CLSM peut être finalement une source d'inspiration pour l'ensemble des politiques publiques. C'est ça. Et qu'en faisant comme ça, vous arrivez à faire une politique non spécifique. On fait une politique non spécifique aux personnes non qui ont des problèmes de spécifique, santé. mais en même temps en tenant compte des spécificités. C'est-à-dire de ne pas stigmatiser, mais bien d'inclure en fait une partie d'une problématique où spontanément en fait on n'aurait pas eu l'idée au départ. Voilà. Donc le travail en groupe qui est réalisé mensuellement au sein du Conseil local de santé mentale permet de faire émerger toute une série en fait de discussions et de propositions et d'actions que l'on va intégrer naturellement en fait dans les compétences ou dans les missions qui nous sont confiées au sein du pays du Lunévillois. Et puis ça permet de comprendre en définitive que dans la stigmatisation, la problématique, elle est de laisser la personne à un moment donné aussi dans une vision de fragilité en termes psychiques, alors qu'en réalité, ça peut être des courts temps. Il n'y a pas que des personnes en fait, qui ont des difficultés en long terme, il y en a aussi qui ont des difficultés en court terme. Et donc de les inclure en fait, naturellement dans nos politiques publiques, ça permet aujourd'hui de s'en occuper sans stigmatiser, en étant à l'écoute en fait, des territoires, puisque, comme le disait Bernard Muller, naturellement, on ne peut pas faire ce travail-là sans le quotidien des élus, puisque c'est eux, vous le disiez, on a des communes, le pays du Lunévillois, donc c'est 159 communes. Si la commune de Lunéville fait presque 20 000 habitants, la deuxième commune, elle n'en fait plus qu'à peine 5 000.
Donc on a quand même, et puis on a aussi des très petites communes. Donc sans s'appuyer en fait sur ce tissu de connaissances de la part des élus, on passe à côté. Ce qui est important aussi, dans la pertinence en fait d'avoir réussi à faire cet élargissement, c'est qu'on est sur le pont. On va lancer en fait l'élaboration d'un contrat local de santé aujourd'hui à l'échelle du PETR du Pays du Lunévillois. Sans cette expérience en fait, de travailler ensemble et d'apprendre à se connaître entre les professionnels de santé, les professionnels du médico-social et les associations et les élus, on n'en serait pas là aujourd'hui non plus. Voilà. Parce que, mine de rien, c'est deux mondes qui doivent apprendre à se connaître et qui ne se connaissent pas aujourd'hui facilement, puisqu'ils avaient l'habitude en fait, plutôt de travailler en parallèle plutôt que de travailler ensemble. Et puis alors effectivement, dans le cadre du Conseil local de santé mentale, on essaye de ne pas tout faire à Lunéville. Donc il y a énormément en fait, de décentralisation des actions et qui permettent toujours en fait, d'expliquer, d'associer et de permettre en fait, une meilleure connaissance les uns et des autres et de mettre les actions les plus pertinentes possibles. Merci. Donc cette question du décloisonnement me permet de faire le lien avec Monsieur Greffly. Donc votre initiative suppose de décloisonner les politiques d'accès à l'emploi et finalement accès maintien dans l'emploi et les politiques de santé, puisque l'action que vous avez menée a un impact sur la santé des demandeurs d'emploi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est vrai qu'on n'est pas, nous, spécifiquement aujourd'hui sur la santé mentale. Néanmoins, c'est quelque chose qui nous interpelle en permanence. Par exemple, on a sur le territoire un espace emploi qui pourrait être comparé à un bureau de Pôle emploi qui est parfois confondu par les habitants, mais qui en fait est destiné, on conventionne avec Pôle emploi pour avoir accès aux données, mais c'est un accueil des personnes et qui vise avant tout un accompagnement vers l'emploi. Sauf qu'on se rend très vite compte que une grosse partie des gens qui viennent à cet espace emploi, ils ont d'autres problématiques, dont certains d'ordre santé mentale, quoi. Et là-dessus, c'est vrai qu'on est souvent un peu démunis. Je dis aussi que quand on est en zone rurale, les élus sont parfois démunis. On n'a pas parlé de tous les invisibles, c'est-à-dire tous ceux qui passent sous les radars, et Dieu sait qu'il y en a. Et ça, pour le coup, l'élu, en général, il n'y a jamais accès, c'est même pas la peine d'y penser. Donc si on ne trouve pas d'autres ressources, on ne peut pas avoir de solution, quoi. Alors ce qui se passe aussi, c'est que par exemple, on est aussi sur un projet sur un contrat local de santé, et on voudrait en quelque sorte le définir d'une façon qui soit la plus appropriée au lieu possible. C'est-à-dire faire en sorte que tous les acteurs de terrain, alors évidemment il y a tous les institutionnels, il y a les professionnels, les associations et aussi les bénévoles, de faire en sorte que tous ces gens-là qui ont déjà commencé à travailler ensemble, qui sont souvent en réseau, sur lesquels on finit par découvrir, mais surtout à qui on donne les moyens de s'exprimer, en évitant, nous, de donner des leçons, on finit par se rendre compte que quand tous ces gens-là sont autour d'une table et travaillent ensemble, eh bien, on trouve des vraies réponses, qui d'ailleurs arrangent tout le monde, y compris les élus, parce que sur le plan économique, parfois, elles sont très intéressantes. D'ailleurs, on n'est pas sur des super schémas qui vont coûter de l'argent et qui font que les citoyens sont d'abord et avant tout en attente d'actes ou de soutien financier des élus. C'est-à-dire que si on travaille en bonne intelligence, mais surtout qu'on laisse la parole aux gens de terrain, on se rend compte que, globalement, ça finit par fonctionner. Les moissons de l'emploi, c'est un exemple typique. C'est-à-dire qu'on a des demandeurs d'emploi, on les met en confiance, on les met en sécurité, ils travaillent entre pairs et ils sont accompagnés majoritairement par des bénévoles. C'est-à-dire, ils sont entre eux. Et à ce moment-là, alors évidemment, derrière ça, il y a tout un suivi, un accompagnement, une mise en réseau. On continue et surtout, on reprend des rendez-vous individualisés pour les accompagner et d'une façon la plus large possible. Mais c'est vrai que plus on laisse les gens eux-mêmes, on parlait d'autonomie tout à l'heure, j'ai envie de dire que l'autonomie, c'est pas mettre les gens devant leurs responsabilités et s'en défaire, c'est les aider et faire tout pour qu'ils puissent accéder à l'autonomie. Mais en étant, si possible, le plus discret possible, en particulier quand on est élu, parce que je pense que les élus, on l'entend déjà tout de suite dans certaines remarques ici, on sent très vite que l'élu, c'est d'abord le gars qui va devoir arriver avec les finances, et s'il ne fait pas, c'est le méchant. On est garant des finances publiques, et puis il y a un moment où c'est tout, c'est soit nos impôts, soit des réalités, et on essaie de travailler ensemble pour trouver des solutions. Mais je pense que, et puis si vous voulez, je peux être bavard, mais je peux m'arrêter là-dessus. Moi, je dirais que les élus ont du travail, mais je pense que si on veut que les élus travaillent, il faut d'abord et avant tout que les citoyens sollicitent les élus et puis leur montrent la piste. Je pense que le travail politique, il vient d'abord et avant tout des citoyens. Si l'élu répond, c'est parfait. Mais l'élu tout seul, il ne fait rien sans les citoyens. Et c'est souvent un problème qu'on a eu, nous. C'est-à-dire sans le citoyen, l'élu, il ne fait rien. Et à l'inverse, ou alors il va mettre en place des choses qui seront sur la photo, qui sont très jolies, mais qui ne fonctionnent pas nécessairement, quoi.
Mais je pense qu'on est tous ici, majoritairement, je pense, des citoyens. Il y a quelques élus peut-être, mais pas beaucoup. En tout cas, si vous êtes des citoyens, sachez que les élus ne feront rien sans vous et que vous avez un pouvoir énorme. Par contre, je vous dis, moi, les commissions sont des espaces de réflexion où ce sont des citoyens. Et je pense qu'un citoyen, il a la capacité à appuyer sur les élus pour leur demander de mettre en acte par rapport à des situations des véritables politiques. Encore faut-il être présent à ces moments-là, quoi. Merci. On va interpeller les citoyens et les citoyennes dans la salle, puisque en tant que citoyen-citoyenne, mais aussi en tant que professionnel, vous avez tout à fait le droit d'aller voir vos élus. Donc vous en avez à la tribune, là. Est-ce que vous avez des questions concernant ces deux initiatives sur les politiques pour la santé ? Oui, bonjour, Dr Piquet, je suis déléguée territoriale de l'ARS, l'Agence régionale de santé en Meurthe-et-Moselle. Donc j'avais dit aujourd'hui que je ne prendrais pas la parole, mais devant effectivement des élus en particulier, je ne peux que rendre hommage. Alors déjà au Lunévillois, ce que vous entendez aujourd'hui, ça fait longtemps, et donc je rends hommage aussi à la psychiatrie, pour le coup au service de psychiatrie adulte et infanto-juvénile qui ont depuis plusieurs années, travailler sur effectivement la santé mentale au quotidien, en proximité avec les élus, les professionnels, les instituteurs. Voilà. Et donc aujourd'hui, on récolte effectivement ce qui a pu être semé. Donc c'est un travail de longue haleine. Et moi, en qualité de déléguée, je ne peux que constater, puisqu'on essaye de faire remonter des situations très complexes et autres, sur ces territoires-là, donc je parle à la fois du Saintois ou même, j'allais dire, du PETR Terre de Lorraine ou du Lunévillois, les situations complexes, entre guillemets, on en a peu. Tout ça parce que le territoire il s'est organisé et la situation complexe n'a pas besoin d'arriver jusqu'à l'ARS, elle est résolue donc avant avec les compétences existantes. Donc il y a un contrat local de santé mentale, vous l'avez dit, demain on démarre un contrat local de santé. On va mettre en place une communauté de professionnels, une CPTS, j'allais dire, ça va se faire, mais alors assez facilement, tout comme on a réussi à le faire sur le Sud Toulois. Les graines étaient là. Donc vous parliez du Saintois, je vais juste citer une action qui a été mise en œuvre et qui permet effectivement de mettre en lumière des personnes qui sont invisibles, qui quelque part souffrent. On ne le sait pas, elles sont invisibles, elles souffrent elles-mêmes, probablement leur famille souffre aussi. Et avec la volonté à la fois des élus, mais aussi des institutions, des structures médico-sociales d'un territoire. Sur le Saintois, il y a un foyer d'accueil spécialisé qui accueille des personnes adultes handicapées. Et cette communauté de professionnels, de bénévoles, une association, ils sont allés à la rencontre des personnes, des familles qui avaient une personne en situation de handicap chez elles, personne non prise en compte par ailleurs, si ce n'est que connue par la MDPH, mais sans plus. Et donc, ce fait de cette rencontre entre une communauté de professionnels, d'élus, de bénévoles qui avaient envie de faire pour leur territoire, de mieux le connaître, ça a permis à ces personnes en situation de handicap de pouvoir sortir, de bénéficier d'un accueil de jour, et ce qui est bénéfique pour tout le monde, parce que d'un côté, ça permet aux familles de se dire mon enfant, même s'il commence à être âgé, on le connaît, on sait ce dont il est capable, on connaît ses difficultés, donc s'il m'arrive quelque chose, et ça on sait que c'est une grande souffrance des aidants, on sait que le territoire va connaître la personne et qu'on ne va pas le laisser tomber. Donc effectivement, c'est vraiment des initiatives vraiment locales et de proximité, parce que le Saintois, ce n'est pas un gros territoire, mais je peux vous dire que, je ne dis pas que n'importe qui peut le faire, il faut la volonté, il faut de l'envie, il faut respecter les personnes et avoir envie effectivement de travailler sur son territoire. Donc je ne fais que constater les bénéfices. Monsieur disait tout à l'heure qu'on avait des politiques un peu rudes à l'heure d'aujourd'hui. C'est vrai que moi j'ai toujours dit que j'étais sur le domaine des ARS et autres et qu'on était toujours en train de rattraper les défauts, les insuffisances. C'est bien de souligner quand ça marche aussi. Exactement, mais de dire effectivement que collectivement ou pour une personne en individuel, on peut encore faire beaucoup de choses. Et que finalement, les principes de la promotion de la santé, quand ils sont appliqués comme ça, ils fonctionnent. Et dans les CLS, je dis toujours aux élus, la santé, c'est 15% de soins et 85% d'autres choses. Et l'autre chose, c'est l'environnement. L'autre chose, c'est la collectivité territoriale, c'est le milieu de travail et autres. Donc, et les élus, moi je l'ai vu, ça fait 8 ans qu'on est en... ça fait 8 ans qu'on est en ARS. J'allais dire, les contrats locaux de santé ont à peu près 7 ans. Et moi, j'ai vu vraiment cette évolution par rapport à auparavant. Les élus ont
pris conscience que la santé, c'était aussi une de leurs prérogatives. Ok, merci. Même si ce n'est pas le cas dans les textes, mais en tout cas, ils ont en main tous les leviers des déterminants sociaux. Une réaction ? Mais alors à ce sujet, justement, je voudrais juste repréciser une expérimentation qui est quand même, à mon avis, assez intéressante. C'est-à-dire que dans un premier temps, la fameuse association Équipage, qui est une association qui s'occupe d'handicapés, fait en sorte de pouvoir construire un foyer d'aide d'accueil spécialisé, c'est donner les moyens d'en construire un sur le territoire. Ça veut dire que c'est quand même une association qui tient un peu la route. Derrière ça, ils nous ont sollicité parce qu'évidemment, ils s'inquiétaient sur le devenir des personnes handicapées vieillissantes. À savoir que l'avenir de ces personnes-là, souvent, est un peu compromis, notamment parce que les aidants sont souvent plus âgés et souvent en danger de ne plus pouvoir les accompagner. La première réaction, c'était il faut absolument qu'on construise un établissement adapté parce qu'il n'y a pas de solution. Alors très vite, évidemment, ce n'était pas possible. Quand on commence à chiffrer, on s'est confronté à des questions économiques importantes. La deuxième idée, c'était qu'ils voulaient absolument recenser sur l'ensemble du territoire quelque chose d'assez complexe, établir un diagnostic sur les besoins, de façon à faire remonter ces besoins. À ce niveau-là, on les a accompagnés par des professionnels. On a rendu compte de l'enquête et on a commencé à réfléchir. C'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que derrière chaque cas était une situation différente, que la réponse d'un établissement n'était pas la bonne, que par contre, il y avait peut-être d'autres solutions. Est venue sur cette question la mutualisation des 5 établissements, c'est-à-dire qu'il y a un foyer d'accueil médicalisé sur le territoire, et de 3 autres établissements de personnes âgées. Et ce que je trouve quand même particulièrement intéressant, c'est que dans un premier temps, c'était on va essayer d'établir un groupe de pilotage tous les 5 établissements pour savoir un peu comment on peut trouver des solutions. On s'est juste débrouillé pour être présent et accompagner et soutenir. Et derrière ça, l'échange entre les deux a permis des solutions qui ont ouvert l'esprit chez tout le monde. Autant chez les personnes qui travaillaient sur les handicapés que sur les personnes qui travaillaient, je me souviens de débats qu'on avait sur le vieillissement des personnes et le vieillissement des personnes handicapées, sur lesquels c'était presque conflictuel. Aujourd'hui, c'est quasiment c'est acquis, quoi, tout le monde est au clair. Et ce groupe-là est tellement dynamique qu'il réfléchit non seulement en termes de gouvernance, mais justement veut prendre une part très active dans ce projet local de santé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il y a aussi des contraintes extérieures, des politiques dont on a parlé, qu'on peut dénoncer, qui sont un peu à tendance laminée, hein, c'est-à-dire qu'on veut centraliser, on veut faire en sorte que sur le plan financier, on essaye de faire des économies d'échelle, et on sait très bien que nous, sur nos campagnes, si on arrive à des choses comme ça, on va y perdre beaucoup. Alors on essaye de développer notre plan alimentaire territorial pour faire en sorte que des circuits courts puissent, et si on arrive à monter quelque chose de relativement innovant, à la fois parce que ça va correspondre à ce qu'on veut, parce qu'on deviendra crédible, parce qu'on aura une véritable expertise, mais en même temps peut-être aussi des moyens, on aura une possibilité de montrer qu'on est capable de faire autre chose. Et quand les acteurs comprennent ça et qui se savent soutenus, mais qui sont acteurs, je pense qu'en général, ça peut fonctionner. Je ne suis pas en train de jeter des fleurs aux gens du Saint-Ouen, je dis simplement qu'il ne faut surtout pas sous-estimer la capacité des habitants à prendre en main leur destinée. Quand on parle d'autonomie, ce n'est pas laisser les gens tout seuls devant leurs responsabilités, c'est juste faire en sorte que chacun, s'il essaye de pratiquer son autonomie et qu'il emmène les autres avec, c'est énorme et ça passe beaucoup mieux que quand on passe par les systèmes toujours un peu verticaux habituels, quoi. Voilà. Merci. Non, vous excusez pas de vous jeter des fleurs, il n'y a pas de souci. Il faut être bienveillant avec soi-même. Ça fait du bien à la santé mentale. Est-ce qu'il y a une autre remarque, question ? Écoutez, on va vous remercier de votre témoignage, de vos explications. Et puis, je vais proposer aux personnes qui vont illustrer l'axe 2 de nous rejoindre à la tribune. Merci.